Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, partie 2. J comme JMO. Les journaux de marches et opérations, JMO, sont les journaux de bord de toutes les unités militaires engagées durant le conflit. Ils se présentent sous la forme d'un document relié relatant les événements vécus par chaque corps de troupes, groupe armé, armée, corps d'armée, division, brigade ou régiment, au cours d'une campagne. Ils ont été institués en 1874. Chaque unité doit en rédiger un, quelle que soit sa taille. Les JMO contiennent les faits, les combats ou les reconnaissances au quotidien. Mais selon le rédacteur, ils peuvent être accompagnés de différentes informations. Les buts recherchés, la position des troupes, la composition du corps en mouvement, les résultats obtenus, des rapports, les pertes subies, la composition du corps, les itinéraires suivis, les emplacements des camps et des cantonnements, les emplacements sur le front, des cartes, des croquis, des photographies, les citations, les promotions, les mutations, les renforts. Lors de leur création, il y était prévu en particulier une tenue minutieuse de l'état des pertes, qu'il s'agisse des tués, des blessés, des prisonniers et des disparus. Tous devaient être désignés nominativement. Mais c'était sans savoir, et pour cause, ce que serait le chaos de la Grande Guerre, empêchant de noter sans exception les quelques centaines de noms des tués ou blessés par jour. Parfois subsiste de cette ancienne volonté un tableau récapitulatif des effectifs à une date donnée. Bref, ils sont une source précieuse pour déterminer les actions, les lieux, voire les pertes subies par chaque bataillon. C'est l'une des deux sources principales qui m'a permis de suivre Jean-François pas à pas, au quotidien, sur le blog Murmure d'Ancêtre. Pour connaître l'autre source, rendez-vous à la lettre R. Grâce au JMO, j'ai pu notamment déterminer les déplacements des bataillons de Jean-François, me rendre compte de la violence des batailles et du feu ennemi, mais aussi le bien-être d'une journée de repos et de quelques travaux de propreté. Chaque JMO peut être rempli par plusieurs personnes, notamment lorsqu'un rédacteur est muté ou tué lors d'un conflit. Selon les rédacteurs, ils sont plus ou moins détaillés. Par exemple, j'ai dû faire face à plusieurs reprises de jours sans aucune note, voire de semaines muettes complètes. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le rédacteur est un officier et que même s'il est censé remplir son JMO sans commentaire ni appréciation personnelle, cela ne signifie pas qu'il est forcément objectif. Ainsi, il m'est arrivé de lire le commentaire « Journée calme », sous-entendant qu'il ne s'était rien passé ce jour-là, mais en le rapprochant des fiches des morts pour la France, je me suis aperçu que plusieurs soldats étaient décédés à cette date. Assurément, pour les familles de ces hommes, ce n'était pas une journée calme. Cette notion de neutralité supposée induit également une certaine froideur dans les descriptions et ne prend quasiment jamais en compte l'émotion que peut susciter tel ou tel événement. On passe donc totalement à côté de l'état d'esprit des combattants, en particulier des soldats de troupe. Par ailleurs, les guerres sont, par définition, des temps difficiles, et parfois le JMO d'une unité a été perdu. C'est le cas du 54e BCA. Pendant la durée de l'affectation de Jean-François dans ce bataillon, il m'a fallu trouver un autre moyen de le suivre jour le jour. Je me suis donc basée sur le JMO de la première armée, source très large puisqu'elle détaille les mouvements de grandes unités et non d'un seul bataillon. Et un historique du 54e, source assez vague, car ne résumant que les principaux déplacements et batailles, mais ne contenant que peu de détails journaliers. K comme kiosque. Le kiosque, c'est le nom du lieu où Jean-François a probablement cru mourir. En fait, il n'a été que gravement blessé. Depuis 1 an, c'est-à-dire sa première affectation, Jean-François combat au sein du 23e BCA. Pour plus de détails, voir la lettre B.
dans ce que l'on appelle l'armée des Vosges. Début décembre 1915, il est de retour sur la ligne de front, près de Metzeral. Il y avait déjà combattu en juin. Du 15 au 24 juin 1915, en effet, les combats détruisirent quasi intégralement la vallée de Münster, située près de Colmar, où se trouve la ville de Metzeral, et saigna les armées. 5000 à 7000 morts français et autant du côté allemand. L'enjeu était de reprendre l'Alsace, alors allemande, comme la Moselle depuis 1871, voire la lettre L. En décembre 1915, l'ennemi est si proche que l'on peut le distinguer à l'œil nu. Ainsi, le 10 décembre, on peut lire dans le JMO, à ce sujet voir la lettre J, un Boche très jeune portant une casquette a été tué sur le parapet de la tranchée ennemie. Ou bien à la date du 22, on voit se croiser environ 2 sections, probablement en cours de relève. Jean-François est basé dans les tranchées du Kiosque, situé au nord-est de Metzeral. Il subit plusieurs bombardements, comme le 13 décembre, où l'on peut lire dans le JMO, l'ennemi envoie sur nos tranchées environ 25 bombes et une dizaine d'obus. 2 chasseurs sont blessés par éclat d'obus. Le largage de bombes, obus de gros et petits calibres, est quotidien. Mais le bataillon subit aussi des attaques à la grenade ou à la mitrailleuse. Les tranchées subissent de nombreux dégâts. Ces tirs de harcèlement ont lieu indifféremment dans la journée, matin, après-midi, soirée, mais également la nuit. Le JMO fait état de pertes régulières parmi les chasseurs, qu'ils soient blessés ou tués. Le 28 janvier 1916, l'ennemi envoie dans la journée une trentaine d'obus de 105 sur les tranchées du 23e BCA. Jean-François en recevra un éclat, lui provoquant une plaie pénétrante dans la région claviculaire gauche, sans lésion osseuse. Il est évacué pour faire soigner sa blessure. À la date du 28 janvier figure dans le JMO, après le détail des combats du jour, la mention suivante. Perte, un chasseur tué par grenade à fusil, un chasseur blessé. Si son nom n'est pas mentionné, je suppose qu'il s'agit là de mon arrière-grand-père. Enfin, peut-être. Grâce au SAMA, Service des archives médicales et hospitalières des armées, j'ai retrouvé la trace de Jean-François après sa blessure. Je sais qu'il a été transporté par l'ambulance alpine numéro 264. Celle-ci est stationnée dans la mairie-école de Mittlach, à quelques kilomètres de Metzeral. Ce que les services des armées nomment ambulance alpine est un poste de secours qui accueille une cinquantaine de médecins, infirmiers, brancardiers. Bref, un hôpital de campagne. L'utilisation du terme ambulance pour définir le véhicule d'évacuation n'est que plus tardive. Le massif des Vosges en comptera 6 au total. Initialement conçu comme un lieu d'accueil des blessés venant du front, il a pour fonction de les trier, de remettre sur pied ceux qui peuvent l'être et de stabiliser les plus gravement touchés avant de les transférer vers les hôpitaux de campagne situés à l'arrière. Toutefois, en raison des conditions climatiques, notamment en hiver, le rôle de l'ambulance va évoluer. En effet, les cols devenus impraticables à cause de la neige, il est impossible de transférer les blessés. Les soins et les traitements sont donc administrés parfois directement sur place. À Mittlach, suite à de très violents bombardements et à la destruction partielle des parties hautes de la mairie-école, l'ambulance s'est retranchée au sous-sol du bâtiment. Elle a aussi installé des infrastructures creusées dans le sol alentour. Elle fonctionnera pendant toute la guerre. Finalement, Jean-François est évacué dès le 29 janvier par l'ambulance 258. Cependant, il disparaît ensuite des radars. Le SAMA n'a pas pu le suivre davantage et ignore vers quel hôpital, à l'arrière, il a été emmené et soigné. Quoi qu'il en soit, cette blessure devait être sérieuse, car il est resté éloigné du front jusqu'au mois de juillet. Par ailleurs, une pension à hauteur de 10% sera proposée en sa faveur après la guerre, suite à cette blessure. Néanmoins, elle ne l'handicapera pas profondément, puisque, à court terme, il revient se battre sur le front, et à plus long terme, il exercera les professions de camionneur dans les années 1920 et déménageur en 1934. L comme le linge.
Au printemps 1915, la 47e division est stationnée dans la vallée de Münster avec comme objectif final de reprendre l'Alsace, alors sous domination allemande depuis 1871, comme évoqué dans la lettre K. Münster est une petite ville nichée dans la vallée de la Fecht, débouchant à l'est à Colmar et barrée à l'ouest par les hauts sommets de la crête des Vosges. La ville comptait près de 6000 habitants en 1910 et seulement 4000 en 1921. Du fait de sa position géographique, les Vosges se sont retrouvées, bon gré mal gré, frontières entre les deux belligérants de la Première Guerre mondiale. Les combats se sont concentrés sur la ligne de crête et les sommets, ou l'école stratégique du massif vosgien. Le Linge, comme l'Hartmann-Wielerkopf, furent tous les deux des champs de bataille résultant d'une conception tactique, dite manœuvre de débordement par Léo, cher aux théoriciens du haut commandement des années 1914. Une telle manœuvre par le haut n'est valable que dans la mesure où elle bénéficie exceptionnellement d'un rapide effet de surprise. Elle est inopérante si elle se transforme en opération lente, de longue haleine, prévisible par l'ennemi, organisée et retranchée alors sur des positions fortes. Le but immédiat en cette fin juillet 1915 est de s'emparer de Münster en agissant donc par les sommets, d'une part sur le front Eschwald-Richard-Kerkopf et d'autre part avec la 129e division qui attaquera sur la ligne de front Linge-Kopf-Barenkopf en vue de descendre ensuite sur Münster. La bataille du Linge est en fait un ensemble de combats concentrés sur les sommets vosgiens. Ainsi, quittant le Braunkopf, où il était positionné, le 23e bataillon de chasseurs, celui de Jean-François, vient en soutien sur le massif du Reicha-Kerkopf et contribue de leur position à inquiéter l'ennemi et à lui faire craindre une attaque éventuelle sur Mühlbach. Vers midi, le 19 juillet 1915, l'attaque s'étant déclenchée, un feu d'une extrême violence part des tranchées du 23e bataillon dans les directions données. En effet, pour mener à bien la prise de Münster, décidée par l'état-major français, il faut préalablement prendre les sommets dominant le cirque au fond duquel est blottie la ville. Sommets que les Allemands ont fortifiés par un réseau de tranchées bétonnées, fortins et abris. Le 20 juillet, le 23e BCA coopère à l'attaque dans les mêmes conditions que la veille. Les combats sont d'une extrême violence. Des vagues d'assaut, on discerne à peine les soldats qui chargent, à bout de souffle, dans des pentes abruptes, sous un bombardement infernal. Elles sont criblées de balles dès qu'elles débouchent et viennent mourir, mitraillées à bout portant, devant d'infranchissables réseaux de barbelés et les blockhaus bétonnés où les attendent les corps des cisailleurs tués. Des monceaux de morts, gisant mêlés aux blessés entre les lignes. Les combats vont ainsi se succéder pendant plusieurs jours. Entre deux bombardements, les soldats tentent de redresser les tranchées éboulées. Le 23 juillet, les chasseurs partis à l'assaut en 4 vagues le 20 juillet sont repoussés dans leurs tranchées. Retour à la case départ. Le Linge-Kopf est repris par les Allemands. Le 26 juillet, nouvelle action limitée au Linge, sous un méthodique feu roulant de l'artillerie et des conditions météo rendant la tâche encore plus ardue. Brume, pluie, boue. La crête est conquise, mais au prix de lourdes pertes. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, 3 assauts de contre-attaque allemande sont repoussés. Les combats n'ont pas cessé avec le lever du jour. Les Français sont obligés d'abandonner le Barenkopf, trop exposé. Mais Joffre n'entend pas rester sur cet échec. Il ordonne la reprise de la crête coûte que coûte. Les chasseurs repartent. La lutte est dantesque, souvent au corps à corps. Entre les lignes, les cadavres s'amoncellent. Le 29 juillet, nouvel assaut des armées françaises, mais le sommet du Linge est toujours tenu par les Allemands. Début août, les bombardements allemands sont d'une violence inouïe. 40 000 obus ont été lancés sur un front de 3 km, ensevelissant morts et vivants. Les chasseurs s'épuisent. Le 5 août, assaut et contre-attaque de part et d'autre. Le sommet du Linge change plusieurs fois de main. Le 23e BCA est finalement relevé et retourne à l'arrière. Mais l'histoire n'est pas finie.
Devant les contre-attaques allemandes, Joffre décide d'une nouvelle offensive, tout en refusant des renforts supplémentaires. Le 12 août, le bataillon reçoit l'ordre d'aller relever dans la nuit le 12e BCA au Barenkopf. Attaques et contre-attaques s'y sont heurtées sans arrêt depuis plusieurs semaines. Et le feu ne faiblit pas. Le premier jour, Jean-François perd 10 hommes de sa compagnie. Les tranchées sont gravement endommagées, malgré les travaux de réparation effectués à la hâte. Le séjour est pénible, les communications difficiles. Le 17 août, l'artillerie française inonde littéralement les positions ennemies. C'est un vacarme ininterrompu. Cette action d'artillerie devait servir de prélude à une attaque au Lynchkopf. Après la terrifiante canonnade, des blocos allemands ébranlés mais non démolis partirent des feux nourris qui prouvèrent que la garnison avait été épargnée par les obus. L'attaque fut donc remise. Le lendemain, le 23e a pour mission de s'emparer d'un blockhaus ennemi sur la crête du Linge et si possible de gagner le sommet du Barenkopf. Les objectifs sont atteints. On envisage de pousser l'avantage, mais malgré des débuts brillants, la situation vire au médiocre. Les tranchées sont si proches que le 23 août, les Français doivent évacuer leurs propres lignes pour éviter le tir de leurs obus visant les lignes adverses. Après l'artillerie, une nouvelle charge, baïonnette au canon, est effectuée. Comme les jours précédents, si les troupes atteignent le sommet, elles doivent finalement abandonner le terrain et revenir dans leurs tranchées de départ en fin de journée. Puis c'est la grande contre-offensive allemande, qui lance notamment des obus à gaz. Le yo-yo attaque-contre-attaque, succès-échec, continue ainsi jusqu'en octobre. L'ultime attaque allemande sera repoussée le 16 octobre. Finalement, le front se fige et s'éteint au collet du Linge, dit aussi col du Linge. Chacun s'organise défensivement. Coups de main ou duel d'artillerie d'intensité variable. Français et Allemands y restèrent face à face jusqu'au 11 novembre 1918, soit pendant 3 ans et demi. Les maigres résultats acquis au Linge furent sans commune mesure avec les pertes subies. 10 000 morts de juillet à octobre 1915 côté français. 17 bataillons de chasseurs engagés connurent jusqu'à 80% de pertes. C'est ce qui lui valut le terrible surnom de tombeau des chasseurs. C'est là un exemple d'une bataille ordinaire, si l'on peut dire, de la Première Guerre mondiale, ordonnée par un état-major inconscient, incompétent, et qui coûtera la vie à tant de braves soldats, pour rien. M comme médaille et citation. La bravoure et le courage des chasseurs alpins ont été reconnus et récompensés à plusieurs reprises pendant toute la durée du conflit, que ce soit à titre personnel ou pour distinguer l'ensemble du bataillon. Au fur et à mesure des affectations de Jean-François, voici les principales récompenses, félicitations et citations. Croix de guerre. Sur sa fiche matricule, comme sur son acte de mariage, il est mentionné que Jean-François a reçu la Croix de guerre. La Croix de guerre est une décoration militaire attribuée pour récompenser l'octroi d'une citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours du conflit. Celle de Jean-François fait suite à la citation numéro 167 d'août 1917, figurant sur la fiche de matricule militaire. La Croix de guerre vient renforcer physiquement, si l'on peut dire, les citations à l'ordre du jour qui existaient déjà, mais qui n'étaient que des mentions administratives, une ligne sur un papier. En 1915, la création de la Croix de guerre est instituée officiellement. Elle est composée d'une croix de bronze clair, à 4 branches, due au sculpteur Paul-Albert Bartholomé, mesurant 37 mm, et de 2 épées croisées.
Le centre présente une tête de république au bonnet phrygien, ornée d'une couronne de laurier, avec en exergue les mots République française. Elle est suspendue à un ruban vert, couleur de l'espérance, et de fines rayures rouges, évoquant le sang versé. Elle vise à récompenser les belles actions commises durant le conflit. La fiche matricule précise Croix de guerre, étoile de bronze. En effet, le ruban peut comporter une ou plusieurs étoiles et ou palmes, en fonction du nombre de citations et de son degré d'importance. Régiment, division, armée. Sa couleur, bronze, argent ou vermeil, désigne le degré de la citation. L'étoile de bronze, reçue par Jean-François, est le symbole d'une citation à l'ordre du régiment ou de la brigade. Citations et félicitations. Les JMO, pour en savoir plus voir la lettre J, sont émaillés d'ordres de bataillon, faisant état de citations ou de félicitations, mettant en valeur le courage, les actions héroïques et la belle attitude au feu des chasseurs. En voici quelques exemples. Du 6 au 9 mars 1915, le 23e BCA, attaque du Richard Kerkhoff. En 3 jours de combat, victorieux, le bataillon perd plus de la moitié de son effectif, dont presque tous ses gradés, et en particulier son commandant. Ordre de bataillon numéro 9, félicitations. Je cite. Vous avez répondu admirablement à l'appel que vous faisait votre chef de bataillon le 21 février 1915. Le magnifique élan de votre assaut, la résistance opiniâtre que vous avez opposée sur la position conquise, aux efforts puissants et sans cesse renouvelés de l'ennemi, sont des faits glorieux dont le bataillon a le droit de s'enorgueillir. Je fais des vœux pour le rétablissement de tous ceux qui ont été blessés en faisant bravement leur devoir. Gardons pieusement à cœur, avec le désir de les venger, le souvenir de tous nos camarades tombés dans cette gloire. N'oublions pas que demain exigera encore de nouveaux efforts et de nouveaux sacrifices. Que la victoire est faite non seulement des assauts brillamment emportés, mais de l'effort patient, rude, ininterrompu, pour surmonter les fatigues, les privations et les dangers journaliers, et qu'elle restera en définitive à celui qui aura tout supporté, résolument et avec le plus d'endurance, d'énergie et de cœur. Au Cachenet, le 9 mars 1915, le capitaine commandant provisoirement le bataillon, signé Vergès. Juin 1915, 23e BCA, bataille de Metzeral. Ordre de bataillon numéro 57, félicitations. Tous les disparus du 15 juin ont été retrouvés morts à leur poste d'honneur, prouvant une fois de plus qu'au 23e, on ne se rend jamais. On sait faire son devoir jusqu'au bout. Soyez fiers de votre succès. Tous vos chefs sont fiers de vous et la patrie sera contente. Signé le chef de bataillon Rosset. Ordre général numéro 32 de la 7e armée du 9 juillet 1915. Est cité le 23e bataillon de chasseurs car il a fait preuve d'une vaillance et d'une énergie au-dessus de tout éloge, en enlevant une position très solidement gardée dans laquelle l'ennemi se considérait comme inexpugnable, d'après les déclarations même des officiers prisonniers, lui a fait subir des pertes considérables, et malgré un bombardement des plus violents, n'a cessé de progresser pendant plusieurs journées consécutives pour élargir sa conquête. « 18 août 1917. Citation à l'ordre de bataillon numéro 167. Pour la première fois, Jean-François est nommé lors d'une citation en tant que bon chasseur, brave et courageux, a été blessé à Metzeral le 28 janvier 1916 en faisant bravement son devoir. Pour en savoir plus sur cette blessure, voir la lettre K. Cette citation apparaît sur sa fiche matricule militaire ainsi que dans le JMO du bataillon, bien que celui-ci ne détaille pas l'ordre de citation. Le 30 décembre 1917, 51e BCA, Montetomba, Italie.
Comme le 23e BCA, le 51e reçoit l'une des distinctions les plus importantes, sans doute, reçues lors du conflit. La citation à l'ordre de l'armée. Celle-ci fait suite aux violents combats qui ont abouti à la prise du Monte Tomba, en Italie, le 30 décembre 1917. La citation est elle-même datée du 18 janvier 1918, et lecture en est faite au bataillon le 1er février. Ordre de la 10e armée numéro 325. Le général commandant la 10e armée cite à l'ordre de l'armée le 51e bataillon de chasseurs. Après être venu s'installer en face de l'ennemi, sur une position difficile, qu'il a dû organiser sous un bombardement violent et continu, s'était lancé brillamment à l'attaque, sous les ordres du commandant de Fabry-Fabrègues, le 30 décembre 1917, a enlevé tous ses objectifs, faisant 550 prisonniers, prenant 2 canons, 4 mortiers, 16 mitrailleuses et un matériel important. QG, le 18 janvier 1918, le général commandant la 10e armée, signé Mestre. Dans les archives familiales, c'est le seul document militaire que nous avons pu conserver. Outre la citation ci-dessus, il y est attesté que Jean-François comptait bien à l'effectif au moment de ces attaques. Le 30 septembre 1918, 54e BCA, Somme. Le 54e BCA de Jean-François reçoit une citation à l'ordre de l'armée, ordre de la première armée numéro 137. Les 3 bataillons de chasseurs auxquels Jean-François a été affecté durant la guerre ont donc tous reçu cette distinction. N comme numéro. Dans le parcours de Jean-François, on trouve beaucoup de numéros. Sur sa fiche matricule, le numéro matricule du recrutement, le numéro 1822, 1894, le numéro d'inscription dans la liste cantonale du conseil de révision. Pour en savoir plus, voir la lettre R. Jean-François Boramichaud est inscrit sous le numéro 3 de la liste du canton de Samoin. Depuis 1905, le recensement est basé sur l'ordre alphabétique des conscrits. Avec un patronyme commençant par B, il est logique que son numéro soit proche du 1. Il est aussi classé dans la première partie de la liste en 1914, donc classé bon pour le service armé. Le degré d'instruction. Il est théoriquement évalué lors du recensement ou peut être renseigné par le maire ou le représentant du futur soldat. Mais cette case n'est pas toujours renseignée. Cela dépend à la fois de la rigueur du secrétaire et de la présence de la recrue. En l'occurrence, ici, elle ne l'est pas. Le poids et la taille. Même remarque que précédemment. On peut supposer que les détails non renseignés sur la fiche de Jean-François le sont car il est classé bon absent, pour en savoir plus, voir la lettre R, c'est-à-dire non présent au conseil de révision. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il réside à Paris, alors qu'il est recensé militairement selon son domicile en Haute-Savoie. Pour en savoir plus, voir la lettre E. Les corps d'affectation. Les numéros des bataillons sont inscrits au fur et à mesure de ces affectations. Pour en savoir plus, voir la lettre B. 97, 23, 51, 54, etc. 10%. C'est la proposition du taux de pension temporaire proposée par la commission de réforme de 1936 pour Jean-François, en raison de la blessure reçue en 1916. Pour en savoir plus, voir la lettre K. On notera que la décision de la dite commission n'est pas inscrite. Les dates de ces différents domiciles, en 1919, 28, 35. Les dates de ces citations et blessures, 1916, 1917. Les dates détaillées de sa campagne contre l'Allemagne, de 1914 à 1919. Dans les JMO aussi, on trouve des nombres. Voir la lettre J pour les JMO. Les dates des grandes batailles auxquelles il a participé, bien sûr. Les 7 dates des rencontres avec les grands hommes, militaires et civils, de son temps. Ainsi, le 11 février 1915, en tenue de campagne complète, son bataillon est réuni dans la cour de l'usine de Weserling, où il est en cantonnement, pour être passé en revue par le président de la République, M. Poincaré, le ministre de la Guerre, M. Millerand, et plusieurs hauts gradés, dont le général de division. Le 1er mars 1917,
le bataillon défile devant le général Devenay, commandant de la 7e armée. Le 20 juin 1917, visite du général Pelé, commandant du 5e corps d'armée, etc., etc. Jean-François a raté la visite du roi d'Angleterre, sur le front français en 1915, mais on a lu à son bataillon le message qu'il a adressé aux armées à cette occasion. Ordre général numéro 44, du 30 novembre 1915. De même que le roi d'Italie, qui passe en revue le bataillon le 10 mars 1918, suite à la victoire du Montétamba, mais à ce moment-là, Jean-François est hospitalisé. O comme ordre. Après avoir suivi pas à pas mon arrière-grand-père pendant toute la guerre, après avoir compulsé tous ces documents donnant un aperçu de ce que cela pouvait être, et sans doute un faible aperçu, je me pose souvent la question suivante. Comment ces hommes pouvaient-ils obéir aux ordres? Lorsqu'on est monté une fois au front, baïonnette au canon, traversant le no man's land dans un déluge de feu, de flammes, de terre, sous le vacarme des bombardements, les corps déchiquetés des camarades, pour des charges totalement inutiles, comment pouvait-il y retourner? Bien sûr, il y a la hiérarchie militaire. Les ordres sont les ordres. Mais quelques mois auparavant, ces hommes, à peine sortis de l'enfance pour certains, n'étaient que de simples paysans, artisans ou ouvriers. Ce n'étaient pas des militaires de carrière. Et s'ils croyaient à la défense de la patrie, lorsqu'ils ont été appelés, qu'en était-il au bout de 4 ans de tuerie, où chaque mètre carré de terrain pris un jour tombait le lendemain, au prix d'une terrible boucherie? Sous les drapeaux, toute désobéissance est soumise au code de justice militaire. Celui-ci, daté de 1857 et amendé en 1875, définit les délits et peines encourues. La justice militaire est alors indépendante de la justice civile. La procédure des conseils de guerre est simplifiée par rapport à ce tenu en temps de paix. Seulement 5 juges, et les accusés peuvent être traduits devant les conseils de guerre dans un délai de 24 heures et sans instruction préalable. Mais la nature particulière du conflit entraîne toutefois rapidement un durcissement des modalités d'action de la justice militaire. Les sentences de mort peuvent être appliquées sans attendre l'avis du président de la République, puis des conseils de guerre spéciaux, à 3 juges, sont institués pour juger, suivant une procédure simplifiée et sans possibilité de recours, les auteurs de crimes pris en flagrant délit. Est-ce que les voix pacifistes, comme celle de Romain Rolland, dénonçant l'absurdité de toutes les guerres qui emportent la jeunesse, dans le texte « Au-dessus de la mêlée », ont eu un écho jusque dans les tranchées? L'exceptionnelle trêve de Noël 1914 n'aura pas de seconde chance. D'autant plus que le choix est terrible. Se mutiner, refuser de retourner et se faire massacrer aux tranchées, c'est laisser les Allemands avancer et prendre le pays. Par ailleurs, à une époque où parler de paix était synonyme de défaitisme et de trahison, ne pas obéir aux ordres, c'est la mort. Pourtant, certains soldats se sont quand même rebellés, mais ils ont été fusillés pour l'exemple aussitôt, de peur que la rébellion se propage sans doute. Mais l'exemple a-t-il servi? Jean-François a été témoin, au cours de sa première année de combat, d'un événement de ce type. Le soldat marsalais, ayant abandonné son poste le 21 octobre 1915 au matin, une compagnie s'est lancée à ses trousses, le soupçonnant de vouloir passer à l'ennemi. Était-ce véritablement son intention? Surpris par une des sentinelles du bataillon, il l'a tué à bout portant de 2 coups de fusil. Réflexe? Peur? Intention de donner la mort? Finalement prise en fin d'après-midi, un conseil de guerre se réunit à 23 heures et le condamne à mort. Il est exécuté à 7h30 le lendemain matin. Bonjour. Ayant devancé l'appel, il n'avait pas encore fêté ses 19 ans. Sans doute était-il simplement terrorisé. Sans parler d'actes aussi terribles, j'ai vu, si l'on peut dire, mon arrière-grand-père faire de longues marches, voire des déplacements motorisés de plus d'une centaine de kilomètres, être au repos 2 jours et revenir à son point de départ. Quel est le but de ces types d'ordres? Bien sûr, il me manque sans doute des éléments pour comprendre de telles décisions, mais quel est l'intérêt? Et je ne parle pas de ceux qui étaient rétifs à tout ordre ou discipline dans la vie civile. Pour eux, l'ordre militaire est compliqué à subir. Et absence, ivresse, bagarre sont courantes.
et les punitions leur lot quotidien. Je ne suis pas militaire, et je n'ai pas connu de conflit armé. Mais mes lectures sur la Grande Guerre ont renforcé, s'il en était besoin, le profond respect et le courage qu'ont eu ces hommes d'obéir aux ordres qu'on leur donnait, quels qu'ils soient. P comme photo. Je possède une seule photo de Jean-François datant de cette période de guerre. Voir la photo originale sur le blog Murmure d'Ancêtres. Très abîmée, je l'ai restaurée comme j'ai pu. Il figure entouré de sa famille. Sa demi-sœur, Félicie, seule rescapée de 2 paires de jumelles, nées en 1881 et 89 de pères inconnus. Son autre sœur Marie-Louise, née 1 an avant le mariage de ses parents, toutes deux légitimées lors du dit mariage. Ses parents, Joseph et Adélaïde, et un petit garçon, probablement Armand, mais qui reste entouré de mystère. Sans doute son neveu. Quant aux 2 sœurs, je ne sais pas laquelle est laquelle, mais je dirais que Félicie est à droite sur la photo et Marie-Louise à gauche. Jean-François est au centre, en haut de la photo. Il est habillé en costume de chasseur alpin. Pour en savoir plus, voir la lettre C. Il porte la fameuse tarte sur la tête, le béret des chasseurs. La vareuse, dont le col est marqué du corps de chasse, symbole des chasseurs, et son numéro de bataillon, le 51e. Le reste du costume n'est pas identifiable, compte tenu de sa position au milieu de sa fratrie et des couleurs assez sombres du cliché. Cette photo n'est pas datée, mais en la regardant attentivement, et notamment le col de sa vareuse, on peut émettre certaines hypothèses. En effet, celui-ci est frappé du corps de chasse et du numéro de bataillon auquel il appartient. Le tout surmonté de pattes losangées ornées de 2 sous-taches. Galon étroit et plat, à 2 côtes. Grâce à ce numéro 51, marquant son affectation au 51e bataillon de chasseurs alpins, on peut émettre une fourchette de temps pendant laquelle cette photo a dû être prise, c'est-à-dire entre le 9 septembre 1916 et le 10 juillet 1918. Le fait qu'il soit entouré de sa famille signifie sans doute qu'il a eu une permission durant cette période, qu'il soit retourné dans son foyer et pris le cliché à cette occasion. C'est quasiment la seule preuve tangible qu'il a bien eu une permission pendant la guerre, même si on peut supposer qu'il en ait eu plusieurs, car je n'en ai nulle trace par ailleurs, hormis une mention post-conflit en août 1919, car à cette époque il est toujours sous les drapeaux. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la lettre U. On ne voit pas ses bras, sur lesquels devraient être cousus des brisques. La brisque est un chevron qui marque le temps passé au front. Jean-François devrait en avoir un sur le bras gauche pour 1 an au front. Les 6 mois suivants ne sont pas comptabilisés car il les a passés à l'arrière en hospitalisation. Puis 4 autres pour les 2 ans passés aux armées. La 5e devrait logiquement lui être donnée en septembre 1918, époque postérieure à la photo, puisqu'il aura alors changé de bataillon. Et une autre brisque sur le bras droit pour blessure de guerre. Enfin, on remarque qu'il arbore la croix de guerre à son revers, distinction qui lui a été attribuée par ordre général numéro 167, signé du 18 août 1917. Le petit éclat plus clair sur le ruban correspond à l'étoile de bronze qui lui a été accordée en même temps. Voir la lettre M pour en savoir plus. La photo est donc forcément postérieure au mois d'août 1917 et antérieure à juillet 1918. Enfin, est-ce qu'il porte, à côté de la croix de guerre, une barrette d'Ixmude ? Celle-ci est une barrette de tissu coloré que l'on arbore sur un uniforme ou un costume officiel comme un signe d'une décoration. Hélas, la photo est trop sombre pour pouvoir le dire. Néanmoins, je ne peux pas préciser davantage la date de la photo. J'ignore combien de temps s'est écoulé entre la signature de l'ordre lui attribuant la croix de guerre, le 18 août 1917 donc, et quand il l'a reçue réellement, physiquement. D'autant plus qu'entre novembre 1917 et avril 1918, il était en Italie, voir la lettre I. A-t-il eu une permission depuis le front italien ? J'ai tenté de me baser sur ses vêtements, pour avoir au moins une idée de la saison, mais autant les robes des filles peuvent paraître légères, pour la Haute-Savoie tout au moins, autant les manteaux des parents semblent plus chauds. Quant aux vêtements du jeune homme, difficile de trancher.
On dirait une vague copie de vareuse militaire. Ou peut-être était-ce le genre de vêtements qu'on portait à l'époque, tout simplement. C'est par ailleurs la seule photo de la famille que je possède, et la seule de Jean-François en uniforme militaire. Q comme querelle. Est-ce une simple querelle qui a provoqué la Première Guerre mondiale? Sûrement pas. Si, au moment des faits, la situation pouvait apparaître simple, l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois par un nationaliste serbe, elle est en fait beaucoup plus complexe. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire de l'Autriche-Hongrie, est assassiné lors d'une visite dans la ville de Sarajevo. Les réactions sont diverses, allant du soulagement côté hongrois, car il ne l'aimait guère, à la tristesse pour ses partisans, ou à la joie pour les Serbes durement éprouvés par le gouvernement austro-hongrois. Rapidement, cet assassinat n'apparaît pas comme un acte localisé, les Autrichiens souhaitant régler le problème serbe, notamment grâce au soutien du Reich. En Allemagne, certaines voix se font entendre pour un règlement définitif de la dispute entre ses voisins. En effet, ils pensent que les autres nations ne réagiront probablement pas. La France est préoccupée par des questions de politique intérieure et la Grande-Bretagne doit gérer ses problèmes avec l'Irlande. Seule la Russie pourrait être tentée d'intervenir, mais elle ne semble pas en mesure de soutenir une guerre contre les puissances centrales européennes. L'Autriche-Hongrie envoie donc un texte rédigé de telle façon que c'est plutôt un ultimatum que reçoit le gouvernement de Belgrade. Et son refus entraînerait de facto une intervention contre la Serbie. Ce texte n'accuse pas la Serbie d'être responsable de l'attentat, mais simplement d'avoir rompu les accords de 1909 qui l'obligeaient à des rapports de bon voisinage avec son voisin septentrional, en laissant se développer sur son territoire des courants nationalistes. Par ailleurs, le texte exige que des policiers austro-hongrois doivent pouvoir mener des investigations sur le territoire serbe pour enquêter sur le meurtre, ce qui représente une négation du gouvernement et des pouvoirs serbes. Cet ultimatum est adressé le 22 juillet 1914, avec une réponse attendue dans les 48 heures. Si la plupart des revendications austro-hongroises peuvent être acceptées, ce dernier point est refusé catégoriquement par Belgrade. Les relations diplomatiques sont alors rompues. Certains veulent toujours croire à un différend local, et les grandes nations européennes tentent même une conciliation dans les jours qui suivent. Mais d'autres, au contraire, veulent s'engager dans ce conflit. La crise locale, puis balkanique, devient alors européenne, notamment avec la mobilisation décrétée en Russie le 30 juillet, entraînant en réaction celle de l'Allemagne. Cette dernière déclare officiellement la guerre le 1er août à la Russie, le 2 au Royaume de Belgique et le 3 à la France. Les mobilisations générales se déclarent en cascade dans tous ces pays. Face à l'invasion du Luxembourg et de la Belgique, le 4 août, c'est la Grande-Bretagne qui déclare la guerre au Reich, comme elle s'y était engagée si celui-ci intervenait de façon directe dans le conflit. Cependant, l'assassinat du 28 juin ne semble être qu'une goutte d'eau dans la poudrière européenne. En effet, depuis le début du XXe siècle, plusieurs nations étaient engagées dans une course aux armements. Russie, Allemagne, Grande-Bretagne. Par ailleurs, de vieilles querelles non réglées ont tendance à refaire surface régulièrement. La question de l'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne, la péninsule balkanique qui a perdu sa souveraineté au milieu du XIXe siècle, avec la guerre de Crimée, la Serbie annexée par l'Autriche, les appétits russes sur les petits États balkaniques, etc. Ces querelles s'étendent à l'échelle mondiale par l'intermédiaire des empires coloniaux que les nations européennes se sont taillés, notamment en Afrique, au Moyen-Orient ou en Inde. La montée des nationalismes entraîne des rivalités nationales exacerbées. À cela s'ajoutent des facteurs économiques, financiers, commerciaux, qui tendent les relations internationales. Pour beaucoup d'intellectuels, le conflit n'est pas une surprise, mais ils considèrent cette guerre comme juste car défensive. C'est ainsi qu'une querelle, d'apparence locale, est rapidement devenue mondiale. Et a fait plus de 18 millions de morts et 20 millions de blessés.
Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre. D'une part, sur une ligne de front Echwald Richard Kerkhoff, et d'autre part,